Bonjour à tous, je suis Guillaume Roy pour Rebel News. Depuis le 7 octobre 2023, on constate une augmentation inquiétante de l'antisémitisme dans les rues de Montréal. L'université McGill est devenue l'épicentre d'une idéologie islamo-gauchiste qui a dérapé avec des campements qui ont duré plusieurs semaines et continue encore aujourd'hui devant Roddick Gate. Dimanche dernier, Mandana Javan, militante pour la laïcité et connue pour avoir organisé les manifestations contre les prières islamistes devant la basilique Notre-Dame, était à McGill pour commémorer la mort de Masha Amini à l'occasion du 3e anniversaire de sa mort. En entrevue, elle m'a donné plus de détails sur cet événement. Aujourd'hui, nous sommes en face de McGill. Parce que le message de Mandana, le message de tout le monde à Québec, c'est pas seulement que l'islamisme n'est pas acceptable, mais les manifestations que les islamistes ont fait ici pour 2 mois, les mots de nullification et interposition, c'est pas acceptable. On sait ce qui s'est passé à McGill, hein? On s'est servi, on a instrumentalisé la cause de la Palestine pour, c'est un prétexte en réalité, pour islamiser ici notre société, puis se montrer de plus en plus présent, tu sais, puis pour justifier l'antisémitisme aussi. Et alors, il y a eu beaucoup de cases qui ont eu lieu à McGill. Malheureusement, les policiers, puis ils nous le disent en privé, les policiers reçoivent des ordres d'en haut de rien faire, de ne pas appliquer la loi. Essayez-vous, là, de faire une manifestation puis de casser des fenêtres devant un policier. Devinez ce qui va vous arriver. Vous allez vous faire passer une note au point assez vite. Mais portez un kief, puis là, c'est correct tout à coup, parce que sur le nom de la Palestine, là, vous avez le droit de commettre des crimes. Puisque, malheureusement, McGill, depuis plusieurs années, s'est rendu une étendard de tout ce qui est l'idéologie de l'islamo-gauchisme et tout ce qui est l'appui à tous ces mouvements révolutionnaires islamistes ici à Montréal. Alors, je sais même qu'il y a des gens qui sont des féroces militants anti-laïcité qui sont actifs dans différents instituts à McGill. Ainsi, il y a des étudiants qui sont pas mal endoctrinés, puis des militants qui croient que la charia ou l'islamisme ou l'islamo-gauchisme peut apporter quelque chose de plus à notre civilisation, qui n'est pas du tout le cas. Alors, justement, c'est pourquoi on finit aussi à Concordia. C'est exactement la même chose, parce que je veux insister sur cet effet-là que, pour moi, c'était très important qu'on scande le Québec est laïque. Pas de charia au Québec, justement devant ces 2 institutions, 2 universités qui sont au niveau intellectuel des grands défendeurs des pensées et des idéologies islamo-gauchistes ces jours-ci. Là où l'idéologie islamiste s'impose, les civilisations s'effacent. Ce fut le cas de l'Égypte, de la Perse, de l'Iran au XXe siècle, de l'Afghanistan, du Liban, de l'Irak et aujourd'hui du Sahel. Et déjà, en France, en Belgique, en Angleterre, le danger avance. La raison de base, c'était de commémorer l'assassinat de Masha Amini, rappelez-vous, qui était une Iranienne, qui a été tuée parce qu'une mèche dépassait de son hijab. C'est arrivé il y a 3 ans. Alors, je pense qu'on le répétera jamais assez, que
l'islam radical est incompatible avec les droits des femmes. C'est une idéologie qui est profondément misogyne. Et puis, des fois, les Québécois, ils sont un peu naïfs, tu sais. Au nom de la liberté d'expression, il y en a des gens qui s'opposent à la loi 21, par exemple, en disant si une femme choisit de porter le hijab, ça le regarde, etc. Mais ils ne comprennent pas l'impact idéologique. Ils ne comprennent pas que le hijab est un marqueur, finalement, d'avancement de l'islam dans notre société, d'islamisation de notre société. C'est la raison pour laquelle la loi 21 est importante. C'est un garde-fou, justement, là, pour prévenir. Faut que l'école reste neutre. Là, donc, c'est important de prévenir les symboles ostentatoires à l'école, par exemple. Fait que tout ça se tient. Puis donc, le fait de commémorer le décès de Masha Amini, bien, je pense que le message est assez clair. Bien, c'est ça, la gauche utilise souvent l'argument que c'est leur choix aux femmes musulmanes de porter le voile ou autre. Qu'est-ce que vous avez comme réponse à ça? C'est naïf comme affirmation. OK? C'est naïf comme affirmation. C'est un peu comme si on disait c'était le choix des esclaves de porter des menottes. Ça tient pas debout, là. Il y en a, sûrement, qui le portent pour des raisons culturelles, mais il y a un phénomène qu'on veut pas voir ou qu'on voit pas, c'est qu'il y a beaucoup de musulmanes qui ont fui leur pays d'origine parce qu'ils trouvaient un petit peu trop totalitaire, qui ont été contentes, en arrivant au pays, d'enlever leur hijab. Et là, étrangement, plusieurs années plus tard, ils reportent le hijab. Et ça, c'est dû à la pression du communautarisme. C'est la communauté musulmane a mettre de la pression en disant si tu portes pas ton voile, ben t'es pas une bonne musulmane, etc. Puis ils sentent la pression. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu parlais de Mahsa Amini dans ton discours? Oui. En fait, le 16 septembre, c'est le 3e anniversaire de l'assassinat de Mahsa Amini. C'est une fille iranienne très, très ordinaire qui venait d'avoir 22 ans, qui était en visite, en voyage à Téhéran. C'était une fille kurde qui a été arrêtée par la police de morse islamique. Parce que quand on a des États islamistes et islamiques dans des pays, automatiquement, on a des polices de morse islamistes qui vont être carrément partout. Alors, elle, il y avait une mèche de cheveux qui dépassait, comme c'est un crime qui peut... Donc, elle portait le voile? Le hijab, quand même. Oui, oui, absolument. Parce qu'il y a 3 ans, c'était impossible que tu ne portes pas de hijab en Iran. Même si aujourd'hui, après ce mouvement-là, je peux vous dire 80% des femmes ne portent plus le hijab. Mais à ce moment-là, elle portait le hijab. C'est juste, il y avait une mèche de cheveux qui dépassait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été arrêtée. Elle a été au poste de la police de Morse. Puis, elle a été battue à la tête. Alors, elle a subi en fait, suite à ça, elle est décédée à l'hôpital. Mais il ne faut pas oublier, des cas comme ça, là, il y en a eu des milliers, des dizaines de milliers en Iran, puis ça arrivait. Puis d'ailleurs, mon père s'inquiétait énormément toujours, fait qu'il me suppliait pour que je fasse rien qui peut provoquer la police de Morse. Mais qu'est-ce qui était intéressant, c'est que cette fois-ci, il y avait une jeune journaliste, une fille qui a photographié, qui a pris des photos d'elle à l'hôpital, puis qui a médiatisé l'affaire. C'était comme ça que toute la planète a été sensibilisée sur cette affaire-là. Ça fait à peu près 20 ans que j'essaie de parler de problème du hijab, puis comment la charia, puis son imposition est féroce et violente envers les femmes. Mais je me souviens très bien que les Québécois, les Canadiens, ils disaient « Mais voyons, c'est un but tissu, c'est son choix. » Fait que ça, là, le mouvement Femmes, Vie, Liberté était un mouvement de conscientisation mondiale pour faire comprendre à ces Occidentaux-là que non, 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 le hijab n'est jamais un choix.
C'est sûr, j'ai eu des amis qui l'ont enlevé parce qu'elles pensaient qu'ils ont le choix, mais après ça, la pression communautariste. C'est comme une femme qui veut enlever son hijab, ça veut dire qu'il n'y a plus d'enfants, il ne peut plus jamais voir ses enfants, jamais son mari, jamais sa famille, jamais ses amis, jamais ses traditions. Il faut qu'il coupe avec tout. Puis c'est tellement énorme que les femmes, ils ne sont pas capables de faire ça. Fait que je connais plusieurs femmes que suite à pression communautariste qui prend en otage tes enfants, tes relations, ta vie, ta job, qui ont été obligées de le remettre. Donc, mais maintenant, si quelqu'un qui n'est pas musulman va leur poser des questions, ils vont dire c'est mon choix. Parce qu'ils savent que s'ils ne disent pas c'est pas mon choix, ça va être quoi les conséquences? Car, il faut le dire avec force, la pression du communautarisme islamiste sur les familles musulmanes est immense. Elle nous écrase. Et la protection de nos fillettes et de nos enfants contre le prosélytisme idéologique et politique, contre l'infériorisation misogynique imposée au nom de la spiritualité, doit être une priorité nationale. Ils n'ont pas appliqué les filtres nécessaires. Il fallait s'assurer que les gens qu'on laisse rentrer partagent nos valeurs. Moi, ça me fait plaisir d'accueillir des immigrants qui partagent mes valeurs, qui fuient des systèmes totalitaires. Et malheureusement, on a laissé passer un petit pourcentage de radicaux. Et ces radicaux-là, maintenant, qui sont ici, maintenant, sont en train de radicaliser la communauté musulmane. Puis comme la solidarité, c'est un concept bien important chez les musulmans, bien, ils servent de cet angle mort-là pour, justement, là, imposer aux musulmanes de reporter le voile, etc. C'est un phénomène occidental qu'on voit dans plusieurs pays. Il a lieu ici au Québec, mais il a lieu partout au Canada, il a lieu dans plusieurs autres pays. Et il faut bien comprendre que le voile, c'est un marqueur d'avancement de l'islamisation. Il ne faut pas prendre ça à la légère, là, t'sais. C'est un marqueur politique, clairement, oui. Bien avant d'être un marqueur culturel, bien avant d'être un marqueur même religieux, à la limite, là, tu sais. C'est un marqueur politique, là. Fait que, clairement, il n'y a pas de place pour des marqueurs politiques au gouvernement. Il faut séparer le principe de la laïcité de l'État. Il ne faut pas avoir aucun signe politique porté par un employé de l'État, là, parce que ça va à l'encontre de la mission de l'État d'être neutre, là, tu sais. Et croyez-vous qu'il y en a beaucoup de la pression sociale ou de la pression communautarisme ici au Québec? De plus en plus. De plus en plus, c'est un phénomène qui est nouveau. Je donne cet exemple-là de cette députée-là du NPD, là, j'ai oublié son nom, là. Lors des dernières élections ou des avant-dernières élections, elle se présente sur les pancartes électorales sans hijab. Et dans la dernière élection, elle portait le hijab, là. C'en est un exemple concret, ça, d'une femme qui, à cause de la pression communautaire, a été obligée de se voiler. Et ça arrive de plus en plus, là, ça. Aujourd'hui, j'étais au parc Jean-Briand. Il y avait un groupe anti-Israël qui était là pour faire pression contre une équipe de cyclistes israéliens. On a vu qu'est-ce qui s'est passé en Espagne. Qu'est-ce que tu penses qu'on vit ça à Montréal aussi? Ils se disent pro-Palestine, mais là, on voit que ça en prend aux Israéliens. Mais juste pour ton information, les membres de l'équipe ne sont pas israéliens. Ils ne sont même pas juifs. C'est l'équipe qui appartient à un juif de Montréal. Donc, un juif de Montréal qui a aussi la citoyenneté d'Israël. Mais ce juif qui est propriétaire de l'équipe est né à Montréal, il vit à Montréal. Et les gens qui sont dans son équipe sont des Québécois, non juifs. Alors, l'effet que ça appartient à un juif qui s'affiche pro-Israël, c'est pour ça qu'ils vont aller faire ces genres d'intimidation. Puis de toute façon, c'est une mentalité, c'est une vision du monde guerrière et révolutionnaire. Ils veulent que semer le chaos. Alors, quand ils font le chaos, un peu comme par exemple les militants de l'extrême gauche environnementalistes ou quoi que ce soit qui font des dégâts, c'est leur façon de communiquer.
ils sont pas capables de communiquer avec les mots ou peut-être ils n'ont pas de bons arguments. Puis à un moment donné, c'est ça, avec Charlie Kirk, tu as vu. Alors, sincèrement, après ce qui est arrivé à Charlie Kirk, j'ai commencé à avoir un petit sentiment de dire, alors, c'est si facile que ça en Occident, alors ça fait comme en Iran, parce qu'en Iran, si on a des bons arguments contre l'islam ou l'islamisme, on va être exécuté. Avez-vous peur depuis l'assassinat de Charlie Kirk? Oui, j'avoue que j'ai un peu peur et je vais t'avouer, j'ai pas peur des islamistes, j'ai pas peur des musulmans, j'ai peur des antifas et des gens de la gauche qui sont plus férocement pro-palestiniens ou pro-Hamas que les musulmans eux-mêmes. J'ai plus peur de ces gens-là qui n'ont aucune idée, mais sont tellement dogmatiques envers ces causes-là. Que... Nous-mêmes, chez Rebel News, on a documenté l'antisémitisme. Cette normalisation-là au Québec, est-ce que c'est nouveau est-ce pour vous et est-ce que ça vous inquiète? C'est franchement inquiétant parce que quand j'étais jeune, on entendait parler d'antisémitisme, mais c'est surtout en relation avec ce qui était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un point qu'à un moment donné, on était un peu saturé. Là. On trouvait que les Juifs ils exagéraient. Là, mais là, en 2025, j'aurais jamais cru que l'antisémitisme renaîtrait de ses cendres. C'est fascinant comme phénomène. Là. Moi, je pensais que le 20e siècle avait réglé ce problème-là une fois pour toutes dans l'histoire. Là. Mais non, ça remonte. Là. C'est vraiment fascinant. Là, la quantité de crimes antisémites. Vous savez, il y a ce père de famille-là qui a été attaqué à Parc Extension en présence de ses 2 enfants. Tout ce qui est arrivé, le vandalisme dans plusieurs synagogues, etc. Il est arrivé plein de choses. Là. C'est franchement inquiétant, oui. Puis, ce qui est le plus dérangeant là-dedans, c'est que tu parles au commun des Québécois, puis le mouvement islamiste a réussi à les convaincre que dans l'équation, c'était les Juifs, les méchants, là. Bon, c'est sûr, Israël n'a pas les mains blanches dans ce conflit-là, mais tu sais, on a comme oublié que tout a démarré le 7 octobre, là. Alors, à ça, on répond, « Ah ouais, mais il y a eu des violences 50 ans avant. » Oui, mais j'ai demandé 50 ans avant, là. Faut que tu tournes la page, là. Il n'y a pas un pays qui n'a pas des squelettes dans son placard, tu sais. Nous autres aussi, on a des squelettes dans notre placard au Canada face aux Amérindiens, par exemple. Ce qui est fascinant, je le redis, c'est à quel point les Québécois sont tombés dans le panneau puis ont acheté le narratif islamo-gauchiste que les méchants dans l'équation, c'était juste les Juifs. Non, je m'excuse, quand il y a un conflit, là, il faut être 2 pour se chicaner. C'est pas vrai que c'est juste la faute d'Israël, là. Tant qu'à moi, là, la faute appartient en grande partie à l'autre côté, là. Si, comme nous, vous croyez que les étudiants étrangers qui viennent à Montréal sans partager les valeurs québécoises, qui tiennent des discours antisémites, commettent du vandalisme ou des actes criminels devraient être déportés, rendez-vous sur deporthamas.com et signez la pétition. Merci.